Malgré l'opposition des habitants de l'île de Sakati, le projet se poursuivra à ce qu'on peut comprendre du communiqué du ministère compétent. En 2018, Green Madaland aurait obtenu un bel amphithéotique de 50 ans sur plus de 17 hectares à Pasindava Sakati. Or, un arrêté 27227-2019-MHTP du 29 novembre 2019 avait déjà annulé ce bail. Les autorités ignorent-elles cette annulation ou ont-elles pris une nouvelle décision? 8 personnes ont été arrêtées à Tuliar lors de l'affrontement entre habitants et forces de l'ordre rassemblés hier. Selon des politiciens, cet incident reflète la crainte du régime face aux mobilisations citoyennes et à l'opposition, illustrant l'arbitraire d'un régime instable. Malgré l'opposition des habitants de l'île de Sakati, qui voient leurs terres confisquées et sont expulsés de leur foyer et moyens de subsistance, le projet se poursuivra. C'est ce que laisse entrevoir le communiqué officiel publié par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire hier, le 6 avril. Selon ce communiqué, en 2018, la société Green Madaland a obtenu un bail amphithéotique de 50 ans renouvelable sur un terrain de plus de 17 hectares à Pasindava Sakati. Aujourd'hui, nos journalistes ont contacté ce ministère pour obtenir des informations complémentaires sur cette déclaration, mais les responsables locaux ont indiqué qu'ils ne pouvaient recevoir les journalistes et que seul le communiqué faisait office de référence. Ce communiqué soulève de nombreuses questions, notamment concernant l'autorisation de 2018, où est l'accord consignant cet engagement entre l'État malgache et la société Green Madaland. Un cinquième accord avait été conclu entre les deux parties le 18 août 2016, tandis que le ministère mentionne 2018. S'agit-il d'une erreur de date ou d'un autre accord qui aurait échappé aux observateurs et à la société civile? Quoi qu'il en soit, que l'accord date de 2016 ou de 2018, la société civile rappelle qu'un décret ministériel, l'arrêté 27227/2019 MHTP, du 29 novembre 2019, avait déjà annulé ce bail amphithéotique. En d'autres termes, l'accord a été annulé dès 2019. Aujourd'hui, la question demeure, les dirigeants actuels ignorent-ils cette annulation ou choisissent-ils de passer sous silence pour des raisons évidentes? Une nouvelle décision ou un décret annule l'arrêté 27227/2019-MHTP a-t-il été pris depuis le 29 novembre 2019? Si tel est le cas, pourquoi le ministère compétent ne l'a-t-il pas mentionné dans son communiqué d'hier? Ou bien cette annulation n'a-t-elle jamais eu lieu et est-elle toujours en vigueur, mais délibérément ignorée par les autorités? La société civile et divers groupes se dressent contre les violations de la loi et les atteintes aux droits fondamentaux commises par l'État. Pourtant, le ministère interprète ces contestations comme de l'ingérence, de la politisation et une perturbation. Selon le régime actuel, tous ceux qui ne sont pas originaires de la région concernée par le projet devraient se taire. Quel est le problème si la société civile vient en aide aux habitants qui défendent leur territoire, comme nous? Pourquoi laisser ces personnes se battre seules, alors que les forces en présence sont clairement inégalées? Les entrepreneurs, qu'ils soient étrangers ou malgaches, qui signent ces baux, obtiennent les terrains à un prix dérisoire. Il est difficile de considérer cela comme du développement. La société civile, qui ne s'oppose ni au développement du pays, ni au régime actuel, se dresse pour alerter sur les violations de la loi et les atteintes aux droits de l'homme. 8 personnes ont été arrêtées à Tuliar à la suite d'affrontements entre les habitants et les forces de l'ordre. Ces derniers s'étaient rassemblés pour aller chercher leur député, Siten Rajana Surniek, qui devait tenir une réunion publique pour faire son rapport en compagnie d'autres députés de la plateforme Firasakin. Mais l'élu n'a pas pu quitter son domicile, bloqué par plusieurs forces de l'ordre. Selon les politiciens, cet événement illustre la crainte du régime face aux mobilisations citoyennes et à l'opposition. Un régime instable agit de manière arbitraire, comme cela s'est produit hier à Tuliar. C'est de la peur, chaque initiative des opposants est systématiquement entravée par les forces de l'ordre, afin d'éviter qu'elle ne débouche sur une issue qu'ils craignent. À Tuliar, le problème réside dans le refus des habitants d'accepter le projet Base Tuliar, un projet susceptible de nuire à leur santé et d'être exploité par des intérêts étrangers, sans bénéfice pour la population locale.
Les députés de Firenze soutiennent les habitants dans cette opposition. On peut interpréter les actions des dirigeants comme le reflet d'une réelle peur. Les forces de l'ordre doivent être mobilisées lors des manifestations pour encadrer et éviter les débordements, mais pas pour réprimer ou procéder à des arrestations. Les forces de l'ordre peuvent être utilisées pour protéger et maintenir l'ordre lors des activités et manifestations. Il n'est pas nécessaire que des débordements se produisent, surtout lorsque l'ordre est préservé et que les forces de l'ordre ont les capacités de gérer des situations de tension, comme les émeutes. Ainsi, il n'y a pas lieu de recourir à des expressions de violence dans la rue. Du côté de l'opposition, les députés présents à Touliage assurent avoir respecté la loi en voulant simplement faire leur rapport au peuple. En réaction, les députés proches du régime ont déclaré que les membres de Firenze présents hier devraient être sanctionnés pour non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La tension est donc à son comble entre les deux camps, alors que la liberté d'expression et de rassemblement est plus que jamais au centre des débats. L'application de la loi par le régime actuel est marquée par une partialité flagrante, notamment face aux récentes entraves à la liberté d'expression, a déclaré ce matin le député du 3e arrondissement d'Atalanagiv. Selon lui, les partis politiques alliés au régime bénéficient de liberté totale, obtenant sans difficulté des autorisations pour organiser des événements, tandis que les partis d'opposition sont systématiquement visés et se voient refuser toute autorisation dès qu'ils souhaitent manifester ou rassembler des personnes dans les espaces publics. Hier encore, le député cité de la Nadjana Sulniek, élu du premier district de Touliar, a été empêché de mener à bien sa mission, alors que la loi stipule clairement que les députés ont le droit de faire des rapports dans leur district d'élection. Pour nous, le régime actuel devrait cesser toute forme de partialité. Si cela persiste, Madagascar ne sera plus un état de droit. Il ne doit y avoir aucune compromission sur la neutralité de l'administration, car ni les responsables de l'OMC ni les forces de l'ordre ne devraient être influencés par des inclinations politiques. En tant que député, j'appelle aujourd'hui à la protection de la liberté des parlementaires. Je sollicite également l'attention des membres permanents de l'Assemblée nationale sur la situation de tout député qui exerce pleinement ses fonctions en faisant son rapport au peuple. C'est un député qui néglige son devoir de faire des rapports qui devraient être poursuivis, car il ne respecte pas la loi. En revanche, poursuivre un député qui fait simplement son travail relève, selon moi, d'une décision purement politique, sans lien avec les intérêts du pays. Le régime actuel, selon les explications, semble ignorer les erreurs commises par leurs prédécesseurs et reproduit ainsi les mêmes mauvais choix. Le gouvernement a suspendu 21 contrats de partage de production associés et 21 titres miniers ont été annulés par le Conseil des ministres le 20 mars dernier. La transparence exige de connaître précisément les détails de cette affaire. Qui sont les responsables ayant délivré ces autorisations et qui sont ceux dont les autorisations ont été suspendues? Qui détient les autorisations désormais déclarées illégales, car ces suspensions auraient été décidées en raison du non-paiement des redevances minières ou du non-renouvellement de documents requis conformément à l'article 92 du Code minier, entraînant le retrait des détenteurs. Ces exploitateurs auraient été jugés non professionnels et pas encore prêts à vraiment exploiter, justifiant ainsi la suspension et l'annulation de ces autorisations. Il a également été annoncé que seules les entreprises prêtes à coopérer avec le gouvernement pourraient obtenir des autorisations. Pour un enseignant qui a tenu à garder son anonymat, cette affaire serait liée au retard dans la promulgation du décret d'application du Code minier. En y regardant de plus près, nous soupçonnons que ce code minier favorise les exploiteurs étrangers au détriment des acteurs locaux. Si ce texte ne protège pas suffisamment ces derniers, il n'aurait pas dû être adopté par l'Assemblée nationale. Parmi les modifications,
Dans le nouveau code minier figure l'augmentation à 5% des redevances de l'État et sur les exportations de ressources minérales, avec une répartition précisant une hausse de la part des collectivités territoriales à 2% et à 3% pour le trésor public. Cet enseignant soupçonne que les entreprises, impopulaires auprès du peuple, mais actuellement imposées, ont été favorisées via des accords avantageux pour les autorités. Celle qui refuse se voit trouver des prétextes pour être réduite au silence. Il est évident qu'il y a des intérêts particuliers derrière ce projet. Un réseau de dirigeants bien placés gravite autour de ce régime et en tire profit. Ils voient un intérêt certain dans ce projet, ce qui explique leur soutien actif. Bas Touliard a dû accepter certaines conditions, et les autorités facilitent, voire même encouragent, sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nos journalistes n'ont obtenu aucune réponse en tentant de joindre le ministère compétent pour vérifier les raisons de l'annulation de ces autorisations. Une fois arrivés au ministère, ils ont été dirigés vers la direction des ressources minières qui, à son tour, les a renvoyés vers le bureau ministériel. On se demande désormais ce que le gouvernement entend réellement faire. Les entreprises minières, rejetées par le peuple, semblent forcées d'être acceptées et imposées, tandis que d'autres opérateurs ne subissent pas de sanctions s'ils coopèrent avec les autorités, malgré des conditions non remplies. La plateforme Funzion-Verbindungen tiendra une concertation nationale sur la résolution des problèmes du secteur éducatif les 15 et 16 avril prochains. Selon la plateforme, il ne reste qu'une marche avant que Madagascar ne sombre dans le gouffre. Le pays se trouve actuellement au plus bas en matière de développement. Toutefois, un avenir meilleur est possible si l'éducation est enfin valorisée. D'après les résultats d'une enquête menée via le site web de la plateforme, les problèmes d'infrastructure, les lacunes dans les programmes d'enregistrement ainsi que l'ingérence politique dans le secteur éducatif sont les principaux défis identifiés. Parmi ceux qui expriment leur mécontentement figurent les étudiants de l'ENS, École normale supérieure. Ils dénoncent le manque d'attention accordé au secteur éducatif. Alors qu'ils devraient normalement être recrutés dès la fin de leur formation, ils sont relégués au second plan, derrière d'autres secteurs que les autorités actuelles considèrent comme plus prioritaires. Pourquoi les forces de l'ordre sont-elles recrutées immédiatement après leur formation, alors que les enseignants doivent attendre 2 à 3 ans voire plus haut pour être intégrés à la fonction publique? Il y a clairement un dysfonctionnement dans le secteur de l'éducation. Nous sommes attristés de constater que des étudiants, ainsi que leurs parents, ont investi temps et argent pendant 5 années à l'ENS, sans perspective d'emploi stable 2 ans après l'obtention de leur diplôme. Où est passée la politique de recrutement systématique des sortants de l'ENS, naguère appliquée? Il est du devoir de chacun de prendre ses responsabilités dans l'amélioration de l'éducation. Par conséquent, la plateforme appelle tous les acteurs du secteur éducatif à travers le pays, ainsi que les citoyens, à participer activement à cette concertation nationale. La concertation se tiendra au collège Cette Famille, Mahamasnapur à Antananarivo. Nous, Malgaches, sommes au niveau T3 ou 9e en matière d'intellect, selon la Banque mondiale. En matière de développement, nous figurons parmi les derniers. Pourtant, si l'on en croit les témoignages des anciens et les archives disponibles, en 1960, Madagascar figurait parmi les premiers pays africains dans presque tous les domaines. En tant que citoyens et acteurs de l'éducation, nous ne pouvons rester indifférents face à cette régression. Il est temps d'assumer nos responsabilités et d'agir. La participation active de chacun à cette concertation est donc espérée. Il est temps de redonner toute sa valeur à l'enseignement et à l'éducation selon les explications.